Je pense aussi, là où c'est clair qu'ils ont peut-être aussi raison, c'est que les gérants n'ont pas payé assez. À un moment donné, il faut valoriser le travail. Parce que quand on s'occupe de l'humain, ça demande du travail, automatiquement. La préparation de séance, c'est la préparation de séance. Donc ça en fait partie. Ça fait partie du temps de travail. La préparation de séance fait partie du temps de travail. Donc, Bon, la préparation de séance, moi j'ai fait beaucoup de Les Mills et je connais très bien le produit Les Mills. Il fallait aussi qu'on apprenne nos chorés, tu vois. Donc c'est pareil, ça fait partie entre guillemets intégrante du job et ça tu le sais quoi. Ça c'est sûr. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un manque de dialogue de toute façon entre tous les acteurs, entre le patron, le manager du club, entre le personnel et tout ça, ce qui fait que en fait tout le monde essaie de tirer à son avantage le truc, alors que je pense que la meilleure solution, c'est la communication et si une des deux personnes se sent lésée, tu vois, si on a mal expliqué le truc et on se dit ah ouais non mais il est en train de m'enfler ou souvent on se dit le personal training c'est facturé X euros. À la fin, quand t'enlèves la TVA, s'il y a la TVA, quand t'enlèves les charges, quand t'enlèves tout ceci là, à la fin, voilà ce qui reste. Et là, ce qu'il explique au coach, le coach il est pas con quoi, tu vois, il va dire ah oui mais moi je pensais que sur X euros le club en touchait. Non, ça marche pas comme ça, tu vois. Et c'est vrai que je pense qu'il y a aussi un flou où il y a un manque de communication. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Christophe Fontanel, dirigeant de Coréo Concept, première salle sport santé labellisée en France. Sa vie est inspirante et nous fait prendre conscience de profiter de chaque instant de la vie et de se donner à fond pour accomplir sa vision. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Christophe. La mentalité à avoir pour se sortir de toute situation, sa vision du concept sport santé, comment devenir club ou coach sport santé, l'intérêt de la formation, l'intérêt de se spécialiser, le métier d'éducateur sportif et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Christophe Fontanel. Bonjour à tous, bienvenue sur le business du fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Christophe Fontanel. Salut Christophe. Salut Andy. Première petite question simple, est-ce que tu peux déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, moi, ça fait donc plus de 25 ans que je suis dans le milieu du fitness. J'ai débuté à l'âge de 18 ans suite à un problème de santé. Donc, chose que l'on va peut-être, on va aller plus loin sur ce point-là parce que c'est à partir de là où j'ai eu le déclic pour mettre en place les choses que j'ai mises aujourd'hui. Ancien sportif de haut niveau en boxe pied-point, boxe française, kickboxing, full contact, etc. Et puis après, j'ai eu un BTS action commerciale et ensuite, je suis parti dans le milieu du fitness. Ok, très bien. Et du coup, Christophe, avant ses 18 ans, avant le fitness ou autre, c'était qui? C'était un sportif. C'était un sportif qui avait des problèmes pour prendre du poids, en l'occurrence. Donc on m'a mis, j'étais asthmatique et on m'a mis très tôt à l'activité physique. Je n'aimais absolument pas l'activité physique au tout début, lorsque j'avais 6-7 ans, parce qu'on m'y a mis de force.
et on m'a pas mis dans des bonnes conditions. On m'a obligé de faire du foot et moi, je voulais faire du karaté, du kung-fu, des choses comme ça. Sauf qu'il y avait pas ces choses-là à côté. Donc, j'ai mis en place les choses petit à petit et je me suis dit, bah, tiens, un jour, je ferai du kung-fu, ou je ferai de la boxe pied-point. Chose qui est arrivée. Pourquoi Et cet amour des arts martiaux, du coup? Ça t'est venu comment? oh, comme beaucoup, je pense, Bruce Lee. Ah, OK, yes, ouais. Fan de Bruce Lee, donc moi j'ai vécu dans dans un milieu rural. Dans un milieu rural, et il y avait absolument rien à part le foot. Donc je regardais des vidéos à l'époque, alors là c'est vieux, hein, mais des VHS où je faisais du ralenti pour faire, justement pour mimer les actions pour modéliser, donc j'étais dans la PNL déjà, mais je ne le savais pas, mais pour modéliser l'action que faisait, justement, Bruce Lee, dans ses films. C'était la bonne époque, ça, je me souviens aussi. Cachette, C'est vieux. VHS et Bruce Lee, effectivement, c'était, ça me Ouais, rappelle c'est ma jeunesse et je pense qu'on est dans les mêmes années. Tu es de quelle année? 77. 77, yes, OK. Et du coup, tu rentres dans les arts martiaux, du coup, quand ça? Quand Alors je rentre dans les arts martiaux ouais, dans le 10-12 ans, 12 ans. Donc c'était des stages, d'été qui faisaient dans ma localité, et donc c'était des Parisiens qui venaient pour, faire des stages de découverte, et c'est là où j'ai découvert le judo. Donc j'ai commencé par le judo. Donc j'étais, ceinture noire de judo. Heu et ensuite, après le judo, je me suis dit: «Bon, le judo, c'est bien, mais c'est pas ce qui me fait rêver, quoi». Moi, ce que j'aime, c'est, voilà, l'action pied-point, le côté gestuel, et la plastique. J'aimais bien la plastique de Bruce Lee. Il était fin, mais rapide, puissant, plein de qualités physiques en même temps, et là, déjà, j'avais un attrait pour ces qualités physiques, intrinsèques qui émanaient de Bruce Lee. Et d'ailleurs, il était très en avance pour son époque, quand on voit le MMA maintenant, il a créé le Jeet Kune Do. Donc voilà, il y a des similitudes, et en termes de préparation physique, il était, à la pointe, déjà. OK, OK, OK. Et du coup, alors comment se passe ton adolescence, par rapport à ça? Alors, mon adolescence, j'ai rencontré alors c'est bizarre, hein, mais j'ai vu un article sur un journal local, et sur l'article du journal local, il y avait une fille qui a été championne de France de boxe française, et je ne savais pas qu'elle faisait de la boxe française, et en fait, ses grands-parents étaient, de ma localité, donc de Montsalvi, et elle venait en vacances, et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas lui demander où est-ce qu'elle en fait?» Et puis, voilà, et c'est devenu une super amie à moi. Et résultat, elle m'a pris dans son club, et c'est à partir de là où, tout a commencé pour la boxe française et le kick, et cetera. D'accord, OK. Et du coup, c'était quoi? Alors, combien d'entraînements par semaine? Comment tu Ouh là là! Alors, quand je fais quelque chose, je le fais à 3000. Bon, tous les gens de mon entourage et toutes les personnes avec qui je travaille, c'est la même chose, ils vont ils vont te le dire. Je suis à fond. Donc là, c'était, je m'entraînais tous les jours, 2 fois par jour. Ah Le oui, matin, ouais, et le soir. Donc, j'avais, ouais, au départ, c'était 3 fois par semaine, et puis après, quand, j'ai acquis un bon niveau, c'était 2 fois par jour. OK. Et du coup, quand est-ce que du coup tu bascules sur le fitness? Comment ça se fait? Tu fais des études en parallèle? Comment ça se passe pour toi? Alors, j'ai fait des études en parallèle. Je voulais être, en fait, prof de gym. Je voulais partir en STAPS. Tout était tracé. Compétiteur, STAPS, je pouvais faire les 2, parfait. Je savais où j'allais aller, il y avait un club qui allait m'accueillir, tout était parfait dans le meilleur des mondes. Et forcément, des fois, ça se grippe, les choses se grippent, et il y a des malheurs qui deviennent des bonheurs. Et c'est comme ça que je fonctionne. Ma devise, c'est: «Le pas de la jambe droite dépend toujours du pas de la jambe gauche, et il faut toujours avancer». Et ce qui s'est passé, c'est que, un jour, j'ai eu un problème. J'ai vu ma mère qui était, dans la chambre, et elle était toute paniquée, et en fait, j'avais fait une crise d'épilepsie, et je n'ai pas j'étais pas épileptique. Et de là, donc, on a fait des examens, et on a vu que j'avais une grosse masse dans le cerveau.
Et donc tout le monde a cru que c'était une tumeur, un cancer, et cetera. Et or, c'était pas ça. J'avais justement un angiome cérébral. Donc c'est une grosse tache de vin qu'il y a qu'il y avait sur le cerveau. Et j'avais un anévrisme qui n'était pas rompu. Donc on m'a fait, donc, à partir de là, j'ai su que je devais arrêter la boxe. Donc là, j'ai arrêté directement. Et je ne pouvais plus rien faire. Donc on a fait une radiothérapie. Je suis allé à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, radiothérapie, on m'a mis des vis dans la tête. Et ensuite, voilà, radiothérapie. Et logiquement, dans les 2 ans à venir, ça devait se résorber, normalement. Donc, je me suis voilà, mis à faire autre chose. Je ne pouvais pas faire, parce qu'à l'époque, STAPS, il y avait un concours d'entrée et je ne pouvais plus faire de sport. Je ne pouvais pas forcer quand j'allais aux toilettes. Je ne pouvais rien faire du tout. J'avais une épée de Damoclès sur la tête en disant, mais voilà, pendant 2 ans, il va falloir rester tranquille. Donc, quand tu fais, T'es dans quel état pendant ces 2 ans-là? Comment tu remets tout en question du coup par rapport à ton projet complètement, de... mais il faut réagir. Il faut réagir. On dit, bon, mais voilà, pendant 2 ans, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai fait un BTS Action commerciale. Et chose que je n'ai pas aimé du tout, parce que c'était pas dans mes valeurs, enfin la façon de l'enseigner en tout cas à cette époque-là, c'était pas dans mes valeurs. Il fallait vendre à tout prix, tel un requin et c'est pas moi. Bon, donc je me suis mis à un autre sport où j'ai excellé, c'est le billard. Donc j'ai joué au billard, au huit pool, où j'étais, du coup bon. Parce que mes parents tenaient un bar, enfin tiennent un bar et il y avait, du baby-foot et le billard. Donc moi, j'y suis tombé dedans, dès le plus jeune âge. Donc j'avais toujours cet équilibre entre la boxe et le billard et après, je me suis plongé vraiment dans le billard et après j'ai fait, un art martial interne qui s'appelle le Tai Chi Chuan et du Qigong en même temps. Ok. Donc travailler sur l'énergie et justement, mon prof de Tai Chi Qigong, moi je voulais avancer très, très vite parce qu'il fallait que j'aie, toujours plus. Et il m'a dit: «Christophe, tu vas trop vite. L'énergie, ça se travaille pas comme ça à ton âge, tu es plein et il faut que tu dégages cette énergie-là». Sauf que je ne pouvais pas la dégager et cette énergie, elle l'a dégagée et j'ai fait la rupture. Rupture d'anévrisme, donc paralysé, je suis parti à l'hôpital en hélicoptère, donc ça a été très compliqué. Dans Ça a l'action, été en combien de fait, temps du coup? Combien de temps après avoir... pendant ça à peu près 2 ans. Ok. C'était ouais, 1 an et demi, 1 an et demi. Radiothérapie, 1 an et demi après, rupture d'anévrisme. Rupture d'anévrisme, donc j'étais conscient, j'étais, justement, il y avait une animation, pour le BTS. J'étais dans le BTS et puis à un moment donné, je sens une vague de froid dans mon cou et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, «Il y a quelque chose qui se passe». J'en ai parlé à un de mes amis qui était avec moi et j'ai dit: «Là, il faut que j'aille à l'hôpital». Donc j'étais voir mon prof et mon prof m'a dit: «Monsieur Fontanel, arrêtez de faire votre cinéma». Donc je me rappelle bien de ce prof, je ne le nommerai pas. Et ensuite, je me suis dit: «Bon, beh, voilà, là, il faut que j'y aille». Donc c'est mon pote qui m'a amené à l'hôpital. Donc il a pris des risques. Je savais qu'il y avait un gros, gros problème et après je suis parti, en hélico, j'étais toujours conscient. Et là, donc c'est le professeur Vidal de l'hôpital de Limoges qui m'a pris en charge, CHU du Piétrain, et donc il m'a dit: «Beh, écoute, voilà, Christophe, je te le dis, il y a 2 possibilités. Soit tu perds la vue, soit tu meurs et la troisième, tu vis». J'ai dit: «Bon, beh, OK et qu'est-ce qu'il faut faire?» Il me dit: «Bah, voilà, il va falloir que je t'opère, je vais te trépaner». Donc pour ceux qui écoutent, je vais alors je vais aller dans les détails, il y en a certains qui vont tomber dans les pommes peut-être. On m'a trépané, on m'a donc couvert la boîte crânienne, on m'a enlevé l'angiome, on m'a clippé l'anévrisme qui coulait et ensuite, soit ça passait, soit ça cassait. C'est passé. Donc j'avais perdu, un peu l'usage des jambes et cetera et j'avais perdu énormément de poids et ce qui s'est L'opération, produit, ça a duré combien? Et puis la convalescence, enfin, c'est... l'opération 12 heures, je crois, parce que Hmm. c'était la microchirurgie. Aujourd'hui, ça ne se fait plus du tout comme ça. C'est par embolisation, on passe par l'artère, on va directement dans le cerveau, on fait, clip clip, ça dure, pas très longtemps et on Ok. ressort direct. C'est juste fabuleux.
Donc, en 20 ans, il s'est passé plein d'avancées justement au niveau de la médecine qui est vraiment, vraiment fabuleuse. En termes de prise en charge de l'activité physique, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Donc, donc l'idée, ensuite, c'est que bon, j'étais alité et à un moment donné, il a fallu que je me lève. Donc quand on est alité, comme tu le sais, on perd toute sa masse musculaire, donc on est en sarcopénie totale, c'est une catastrophe. Donc je ne pouvais pas bouger, mais moi je voulais bouger. Et il y avait pas de kiné. Il y avait un kiné pour tout l'hôpital. Donc c'était une catastrophe déjà il y a 20 ans. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de ça existait déjà avant, réellement. Donc pas d'appât, il y avait un kiné et le kiné s'est dit: «Ben voilà, lui, il est jeune, il va pouvoir, repartir rapidement». Et en fait, c'est un infirmier qui m'a dit de me lever et de marcher. Donc beh, j'ai commencé par de la marche et après, bah, il a fallu que j'aille dans une salle de remise en forme après. Donc j'ai remangé, j'ai repris, 5 à 10 kilogrammes, mais j'avais perdu, 15 kilogrammes quand même, hein. Donc c'était Ah oui. compliqué. Mmh. J'étais limite anorexique, hein, enfin, je pesais 45, je crois, un truc comme ça. Ah oui. Mmh. Je mesure 1,78 m. Mmh. Ouais. Ouais, Ouais, ouais. voilà. Ouais, ouais. Donc j'avais perdu, Et ouais, 10-12 kilogrammes, ouais. cette force mentale, tu l'as d'où, en fait? Pour t'accrocher, pour, à chaque fois, rebondir? Heu, c'est une bonne question. J'ai toujours eu ça, en fait, mais quand on est dans l'adversité, c'est là où on sait qui on est, en fait. Et bon, je te cache pas que sur le lit d'hôpital, heu, c'était compliqué dans le sens où, je voyais mes parents qui étaient pas bien. Donc moi, bah, je j'avais pas besoin de ça, en fait. Moi, je voulais, des gens qui se battent, comme moi j'allais me battre. Donc et puis, voilà, c'était un combat et la boxe, le côté justement, Bruce Lee et cetera, je pense que ça m'y a aidé et pour aller un peu plus loin, donc j'ai toujours eu quelques pathologies asthmatiques et cetera. J'ai toujours été encadré comme ça, mais j'ai jamais eu de voilà, de soucis avec ça. Donc bah, toujours avancer. Ça, c'est un peu en moi quand même. C'est un peu en moi. Mmh. OK. Et du coup, la convalescence, tu te remets, voilà, tu remanges, tu recommences à bouger. Comment ça se passe? Alors la convalescence, Comment tu reprends une vie, normale, si je puis dire, même si, alors ça doit être pour tout te dire, à partir du moment où le médecin m'a dit: «Bah, écoute, moi je te propose un truc, je te fais l'opération, c'est 50-50. C'est 50 le geste chirurgical et 50 ton mental. Donc c'est ton mental qui va te faire guérir». Et moi je dis: «Bah, pas de problème». Il m'a tapé dans la main et c'était parti pour ça. Et effectivement, je pense, c'est ce qui a fait que ça a basculé. Donc moi, j'étais hyper motivé sur l'action, mais le après, c'est le après qui est le plus dur, en fait. Quand tu es dans l'action, quand tu es malade dans l'action, c'était pour moi, c'était pas si dur que ça. Mais le après, ah là là, c'était un sommet, quoi. C'était un truc de fou. Là, j'étais en train de voilà, c'était le mont Everest, quoi. Donc j'essayais de prendre du poids, j'y arrivais pas. Alors déjà que j'étais, de nature, sec, bah là, c'était très compliqué, donc c'était un cercle par vicieux. rapport à quoi? C'est quoi? C'est au niveau de l'alimentation? Au niveau de ton Mais en système fait, qui tu était bloqué? avais C'était pas quoi? tu pas forcément envie de manger, en fait, parce que tu es pas bien dans ta tête, tu sais pas ce que tu vas devenir, toi, ton envie, c'était d'être sportif et cetera, donc bah, tu c'est compliqué. Ouais. Donc après, Mmh. je me suis raccroché à une chose qui qui est très, primaire, hein, c'est la bouffe. Et chez nous, dans le Cantal, on a de la très bonne bouffe, choux farcis, truffade, soupe, c'était une soupe au fromage et en fait, pendant 15 jours, j'ai mangé ça tous les jours et à OK. partir de là, beh, je me suis rempli des choses bonnes au goût qui ont fait et rassurantes parce que c'était des choses de l'enfance, qui m'ont permis justement de me réhabiliter et au niveau énergétique et au niveau du goût et après, bah, ça m'a permis aussi de réfléchir sur mon avenir et des besoins éventuels que moi j'avais, ce que je voulais transmettre, parce que je suis quelqu'un qui est dans la transmission, parce que je voulais déjà être prof donc mais en fait, heureusement qu'il m'est arrivé ça parce que ça m'aurait pas convenu
Et puis ensuite, je me suis dit: «Bon voilà, qu'est-ce que je fais maintenant?» Et c'est à partir de là où je me suis dit: «Bah, c'est en fait de l'activité physique adaptée qu'il faut que je mette en place». Alors à l'époque, je parlais pas comme ça. Je me disais: «Il faut que je fasse du sport pour les personnes, pour les patients, pour les personnes qui, comme moi, ont eu des pathologies, jeunes». Donc j'ai monté un projet. Dans un premier temps, je me suis dit: «Bah, je vais me former». Donc je pouvais pas aller en STAPS, donc j'ai fait l'autre cursus. J'ai passé un BE, j'ai fait mon tronc commun, BESAPT dans un premier temps, brevet d'état sport pour Mhm. tous, Pour de tous, ouais. l'époque. Donc une fois que j'ai, eu ce diplôme-là, j'ai passé le BEMF, Mhm. tout de suite après en suivant, parce que, c'est à partir de là où il faut prendre de la masse musculaire et pour la petite histoire, mon frère, s'était fait mal au genou, il est allé dans une salle de sport à l'époque et j'ai eu un flash, j'avais 12 ans. J'ai eu un flash, j'ai dit: «Cette salle sera la mienne». Je sais pas pourquoi, je me suis dit: «Cette salle sera la mienne». Quelques années plus tard, aujourd'hui, Choreo Concept est dans cette salle-là. Ok, excellent. Donc, en fait, il y a toujours un lien. Si on veut quelque chose, si on le ressent au plus profond, on y arrive. Mais c'est sûr, parce qu'on va mettre des choses en action qui vont permettre d'arriver à ça. Alors je l'avais pas dans la tête en fait, hein, c'est arrivé comme ça. Mhm. Mais je sais que, voilà, on est fait d'énergie et on attire des choses à nous. Et du coup, suite à ton BEMF, comment ça se passe? Tu trouves une Alors le structure après? Comment tu t'y es pris? alors justement, j'espère qu'il y a plein de coachs qui vont bien écouter tout ça, parce que, j'ai tout financé moi-même. Donc, BESAPT, j'ai fait des petits boulots pour me le financer. Le BEMF exactement pareil. Donc j'ai fait un travail, juste après le BESAPT pour faire le BEMF et j'ai travaillé en plus à côté et je l'ai passé en candidat libre le BEMF. Chose qui était très compliquée à l'époque. Mhm. Parce que là, ils sanctionnaient, quand on était candidat libre, donc je l'ai passé sur Montpellier et ça s'est très bien passé parce que j'ai eu une très, très bonne note. Et après j'ai adoré le côté freestyle. Donc moi, je suis un freestyler, step, LIA, j'ai fait des compétitions, FISAF, notamment et Mhm. j'ai adoré ça. J'ai pris, vraiment, un pied total, là-dessus Donc là, et mon tu pouvais reprendre les activités ouais, intenses, de cardio et tout? Enfin, il y a pas eu ouais. de. Ouais. Alors je le gérais en fait, hein. Je le gérais, au niveau de la fréquence cardiaque, je faisais les choses bien. Après je partais pas dans tous les sens, il fallait que je fasse attention au niveau, de la tension, au niveau artériel. Mais, après une fois que c'était clippé, il y avait juste, je pouvais plus faire de boxe, prendre de pain, dans la tête, c'était limite. Le ski, n'était pas trop conseillé, à part le ski de fond, voilà, c'est par rapport au choc et l'apnée au niveau de la plongée. Ouais. Mis à part ça, bah, au niveau cardio, je pouvais, la muscu, je pouvais, donc je me suis orienté réellement, dans ce milieu-là, qui me convenait parce que, il y avait le côté esthétique, il y avait, voilà, il y avait la possibilité d'encadrer des gens et d'amener quelque chose au niveau de la santé. Donc moi, le projet, que je voulais déposer, je l'ai déposé auprès des hôpitaux pour faire de l'activité physique adaptée auprès des patients qui, comme moi, en avaient besoin. Et on m'a dit: Mhm. «Christophe, c'est top ce que vous voulez, proposer, mais ça on n'a pas les fonds, en fait. On n'a pas les fonds pour le faire». Donc j'étais très en avance à l'époque pour mettre ça en place. Et aujourd'hui, ça s'appelle, APA. Voilà, et il y a des éducateurs APA qui font ça. Et du coup, le processus, ça a été quoi là pour arriver à ces choses-là aujourd'hui, sport santé, coach APA et tout? Alors, ben, déjà la pathologie qui a amené, bon, plein de questions. Moi, je me suis réhabilité par moi-même. Ensuite, donc j'ai été dans une mairie. On m'a recruté dans une mairie où j'ai encadré donc des maisons de retraite, Alzheimer, Parkinson et cetera. J'ai encadré, des petits, j'ai encadré, des personnes âgées, bon, tout un tas des adultes, traditionnels où je faisais à la fois du fitness et à la fois,
de la mobilité, etc. Donc j'étais vraiment couteau suisse dans cette mairie. Et après, on m'a recruté. Je faisais aussi une intervention dans une salle de sport. Et le gars qui tenait la salle de sport m'a dit, bah, écoute, moi, je voudrais bien avoir un associé freestyle. Moi, je suis muscu. Donc, lui, il était Acumez à l'époque, donc le BP Force d'aujourd'hui, un bon niveau. Et il me dit, mais moi, je veux que tu développes côté fitness. Moi, je développe le côté muscu. J'ai dit, allez, hop, c'est parti. Et c'est là où j'ai commencé à être voilà, je me suis mis en tant qu'entrepreneur dans cette salle-là. Donc, j'ai développé le fitness. Je me suis éclaté, vraiment. C'était top. Mais il manquait un truc, c'était la prise en charge personnalisée. Il me manquait le côté monitoring. Donc, moi, je voulais aller beaucoup plus loin que ça. Et dans la salle, on ne faisait pas d'encadrement. Donc, j'ai dit à mon associé, écoute, ça serait bien quand même qu'on fasse du coaching. Ça serait bien qu'on fasse des bilans réguliers aux gens. Ça serait bien qu'on fasse un suivi, une programmation. Et il m'a dit, ouais, mais Chris, c'est bien beau, mais ça prend trop de temps et c'est pas possible, quoi. Et là, il y avait un problème, c'était pas aligné avec mes valeurs. Parce que je me suis dit, on ne peut pas accueillir des gens qui ont un besoin spécifique et les laisser consommer de. C'est pas possible, parce que là, c'est que la consommation. Et déjà, là, il y avait un problème. Et ce problème-là, on est d'accord, je pense, hein, il est partout. C'est qu'on arrive, on prend un prospect, le prospect, il a un besoin, il demande, voilà, je voudrais ton planning et les tarifs. OK, vous avez des disponibilités quand? Ben, venez, telle date, vous allez consommer. Or, c'est pas comme ça que moi je vois les choses et je voyais pas les choses comme ça. Et après, je me suis dit, bon, je vais faire autre chose. Je vais me former en parallèle, je vais rester dans la salle, je vais faire ce que j'aime et je vais faire des formations. Et j'ai fait des formations chaque année. Chaque année, chaque année. Donc, du coup, un diplôme en préparation physique et de réathlétisation. Après, j'ai passé un DU cancer et qualité de vie, un diplôme thérapeutique du patient. Et là, je me suis orienté vraiment dans le côté santé. J'avais besoin de faire le côté prévention primaire, le côté esthétique, le côté encadrement. Et après, hop, je suis en entonnoir. Je suis vraiment allé dans le spécifique. Et après, j'ai eu l'opportunité de reprendre la salle avec ma femme, Chloé, qui elle aussi a eu une pathologie, donc danseuse de haut niveau, pathologie du nerf thoracique long, bloqué, et donc arrêt de la danse, elle aussi. Et c'est à partir de là où on s'est rencontrés. Je lui ai fait la préparation physique. Depuis, on s'est mariés, on a 2 enfants et on est très heureux. OK, excellent. Et la reprise du club, ça s'est fait comment du coup? Opportunité, le gérant du club nous a dit, bah, écoutez, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que vous interveniez dans le club. Donc, on était intervenants. Et l'année d'après, il a dit, bah, si vous voulez reprendre, vous reprenez le club. Donc, on a racheté et puis on a tout refait à l'intérieur. Tout. Il y avait beaucoup de rugbyman, je n'ai rien contre les rugbyman, mais c'était pas la cible. Donc, on a vraiment tout réagencé. C'était une salle de squash. Donc, on a gardé le squash au départ et petit à petit, durant ces 10 années, on a vraiment centralisé le concept vers le sport santé. Au départ, c'était un corner et ensuite, on a fait un 100% sport santé. Et quand on va en parler, hein, mais le sport santé, c'est vraiment un mot, un concept qui est très large et on peut mettre plein de choses à l'intérieur et ça va de la prévention primaire, secondaire, tertiaire en fonction des limitations et en fonction des diplômes que l'on a, évidemment. Alors justement, je voudrais qu'on en parle parce que moi j'entends maintenant parler partout et je pense que on s'y perd un petit peu. Je vois des trucs sport santé dans des trucs, je me dis bon, alors voilà, moi comme je suis, je regarde un petit peu de loin. Est-ce que tu peux, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a dans le mot sport santé? Beh, déjà, dans le mot sport santé, la définition de l'OMS, c'est le côté, on est bien d'accord, hein, le bien-être physique, mental et psychologique, social. Donc, c'est ces préceptes-là. On peut aller jusqu'à l'alimentaire, la gestion des temps forts, temps faibles au niveau du sommeil. Il y a plein de piliers différents dans le sport santé. Mais pour moi, le principal atout et l'intérêt du sport santé, c'est la prise en charge personnalisée.
Il faut Ok. qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait un bilan. Le bilan, il faut déjà bien le faire en amont. C'est-à-dire que pourquoi ne pas faire un bilan à un prospect? Ça paraît bête, hein, mais un prospect qui arrive, lui faire directement un bilan motivationnel avec de l'impédance-métrie, si on a un impédance-mètre, avec des tests physiques qui va permettre de voir physiologiquement où en est la personne, ce qu'elle veut, ses attentes, et en fonction de ça, on met en corrélation les deux, et là, on va pouvoir proposer une solution adaptée à cette personne. Et Mhm. là, on est cohérent. Et à partir de là, on peut faire une programmation d'entraînement ou du coaching. Si j'ai une ALD, si j'ai une pathologie, bah là, je vais faire du coaching. Si je n'en ai pas, c'est de la prévention, plutôt prévenir que guérir. Ensuite, Mhm. si je ne sais pas faire d'activité physique, si je ne connais pas, qu'est-ce que je dois faire à l'échauffement? Je dois éduquer. Aujourd'hui, on a beaucoup d'animateurs, nous n'avons pas d'éducateurs. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'éduquer la personne vers une autonomie pour qu'elle ne soit pas sédentaire. Lui expliquer que la sédentarité, c'est vraiment le mal du siècle et qu'à partir du moment où on reste assis sur une chaise pendant 8 heures, ben, le risque de mortalité est énorme. Mhm. Moi aussi, j'ai un BEMF, et quand on a un brevet d'état des métiers de la forme, notre étiquette, c'était d'éducateur sportif. Alors là, j'entends effectivement les bilans et tout. Moi, c'est ce que j'ai appris à l'époque, hein. Il y a 20 ans en arrière, les bilans dans les structures, j'en ai fait des tonnes et des tonnes. Alors, le coaching individualisé, il commençait juste à arriver, mais du coup, c'était pas encore les débuts ont été, je me souviens, on avait un bilan, mais qui était offert dans l'abonnement. Et après, il y avait le rôle de l'éducateur, c'était d'être en cardio et musculation et de donner des conseils, C'est ça. voilà, d'être avec les gens. Et j'ai l'impression, effectivement, qu'on revient un petit peu en arrière et des choses qui, pour certains, ça paraît, wow, c'est génial. Je me dis que 20 ans en arrière, on n'était pas si mauvais que ça, du coup. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça? Ben justement, c'est le sport santé. En gros, on met l'église au centre du village. C'est la base. C'est dingue. C'est notre métier, en fait. C'est notre Bah ouais. métier. Sauf que ce métier-là, on l'a perdu. On a perdu complètement avec. Je j'arrive pas à comprendre en fait ce qui s'est produit. Bon, je pense sincèrement que c'était une histoire d'argent. Euh, on va essayer d'amener le plus de personnes dans les salles. S'ils ne consomment pas, mais c'est pas grave. Comme ça, ils vont pas utiliser les douches, donc c'est nickel. Ils n'usent pas les machines, donc les dormants, c'est génial. Sauf que un dormant, à un moment donné, il se réveille. Et s'il se réveille, il résilie. Donc c'est pour ça que le taux de résiliation est quand même super important dans les salles de fitness, que le taux de pénétration est très faible en France. Pourquoi? Ben parce que, sincèrement, on ne fait pas les bonnes choses, quoi. On ne s'occupe pas des gens. Et à la base de notre métier, je suis bien d'accord avec toi, à l'époque, le vieux con qui parle, mais à l'époque, c'était vraiment ça. C'était la base. C'est on s'occupe de la personne, de l'humain. Aujourd'hui, on s'en occupe pas réellement. Dans les cours collectifs, j'ai rien contre les cours pré-chorégraphiés, mais malgré tout, c'est tout le monde fait la même chose. On peut pas vraiment spécifier ou mettre des options particulières. Alors, je sais que maintenant, certains concepts pré-chorégraphiés euh, font les choses correctement pour essayer d'individualiser la pratique, même en collectif. Mais quand on a un cours à 80-90 personnes, ça ne peut pas fonctionner. Donc, voilà, il faut mettre des small groups, il faut arriver à faire du personal training. Euh, Aujourd'hui, un personal trainer, ce qui me semble dingue, c'est qu'on ne peut pas l'embaucher. Je défie quiconque d'embaucher un personal trainer en CDI. Le personal trainer, maintenant, ben, il a son entreprise et il va rester dans son entreprise. On ne peut pas embaucher, c'est très rare d'embaucher un personal trainer en CDI. Alors, il y a des concepts qui fonctionnent avec des locaux. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que tu pourrais pas prendre un coach, enfin, tu pourrais pas employer quelqu'un? Parce que les coachs ne le veulent pas. J'ai Ah, discuté ce matin avec un gérant de salle qui m'a dit, ben, moi aujourd'hui, j'ai proposé en fin de formation BPGEPS, AG2F, un contrat
à durée indéterminée, bien payée, ben, la personne a préféré être en auto-entreprise parce qu'elle allait gagner plus. Alors ça se discute, Mmh. mais moi j'ai du mal à comprendre ça. Or, il y a notre cursus, ça c'est les. Après on pourra en discuter au niveau des formations, mais l'autre cursus, APA, ben, c'est pas la même chose. Les APA, tu peux les embaucher sans problème. Tu les embauches, et ben, ils vont faire le taf. Ils vont faire du coaching. Et alors, un truc, on va en discuter peut-être aussi, mais comment se fait-il qu'un coach va être primé sur ses coachings? Il y a des choses que j'arrive pas à comprendre en fait. Tu es coach, tu es embauché, on va te primer sur les coachings que tu fais. Je trouve ça incroyable. On m'a posé les questions, est-ce que tes coachs sont primés? Primés pour quoi faire? Pour faire son boulot. Le coach, alors je vais enlever le mot coach, mais éducateur, il va éduquer, il va faire les cours, il va faire du coaching, il va faire du personal training. C'est le propre de l'éducateur. Et aujourd'hui, on va primer. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je trouve que c'est comme si on disait à un carreleur, à chaque fois que tu vas mettre ton carrelage, à chaque carrelage que tu vas mettre, tu vas être primé par le fait de mettre du carrelage. Bah, je comprends pas trop. Non, après, J'ai du mal à comprendre. dans ce truc, c'est peut-être de remercier l'équipe, mais sur un chiffre d'affaires global au sein de l'entreprise. C'est peut-être plus ça, non? Non? Par rapport aux primes. Non, c'est pas ça que. Apparemment, moi, j'ai eu plusieurs, parce que vu que j'accompagne plusieurs salles pour me positionner ces salles en sport santé, il y en a plusieurs qui m'ont dit oui, mais nous, les personal trainers, si on les embauche, ils veulent être primés. Alors, si c'est primé à l'abonnement, parce qu'ils sont des commerciaux, là, je peux comprendre, parce que c'est un autre travail. Mais sinon, au coaching effectué, ça, je ne comprends pas. Et c'était ça, hein, c'était coaching effectué. Je fais un coaching, euh, je suis payé pour faire 35 heures à X euros. Mais si je fais du coaching, vu que c'est quelque chose de supérieur en termes de travail, je suis payé plus. Oui, alors après, c'est une nouvelle fois, après, c'est une question de salaire, hein. Je pense que c'est la négociation avec. Moi, je discute avec des patrons de club et je discute aussi avec beaucoup de personal trainers. Et forcément, et c'est comme tu le dis, la réalité aujourd'hui économique et la façon de consommer le travail a énormément changé, encore plus avec la période qu'on a eue avec la Covid et les confinements. Et du coup, c'est ce que je dis, il faut trouver un juste milieu. Enfin, il faut que à la fois le patron de club il trouve son compte et que le coach, le personal trainer ou l'éducateur, il trouve son compte aussi. Donc c'est vrai que c'est un juste milieu et aujourd'hui c'est une des problématiques, hein. On le voit, il y a Ouais. beaucoup de clubs qui ont des difficultés à recruter, à trouver des bonnes personnes. Mais à contrario, il y a beaucoup de personal trainers et je dirais la plupart, ils sont indépendants, auto-entrepreneurs, mais ils galèrent, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, tu vois, de fil en aiguille, c'est toujours Et un peu. alors, je pense aussi, là où c'est clair qu'ils ont peut-être aussi raison, c'est que les gérants n'ont pas payé assez. À un moment donné, il faut valoriser le travail. Parce que quand on s'occupe de l'humain, ça demande du travail, automatiquement. La préparation de séance, c'est la préparation de séance. Donc, ça en fait partie. Ça fait partie du temps de travail. Donc, nous, la préparation de séance fait partie du temps de travail. Donc, Bon, la préparation de séance, moi, j'ai fait beaucoup de Les Mills et je connais très bien le produit Les Mills. Il fallait aussi qu'on apprenne nos chorés, tu vois, si tu veux. Donc, c'est pareil. Ça fait partie, entre guillemets, intégrante du job et ça, tu le sais, quoi. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un manque de dialogue de toute façon entre tous les acteurs, entre le patron, le manager du club, entre le personnel et tout ça, ce qui fait que en fait, tout le monde essaie de tirer à son avantage le truc, alors que je pense que la meilleure solution, c'est la communication et si une des deux personnes se sent lésée, tu vois, si on a mal expliqué le truc et on se dit ah ouais non mais il est en train de m'enfler ou souvent on se dit le personal training c'est facturé X euros.
à la fin, quand tu enlèves la TVA, s'il y a la TVA, quand tu enlèves les charges, quand tu enlèves tout ceci là, à la fin, voilà ce qui reste. Et là, ce qu'il explique au coach, bon, bah, le coach, il est pas con, quoi. Tu vois, il va dire, ah oui, mais moi, je pensais que sur X euros, le club en touchait. Non, ça marche pas comme ça, tu vois. Et C'est c'est ça. vrai que je pense qu'il y a aussi un flou où il y a un manque de communication. C'est assez opaque, hein, tu sais. Et du coup, comme on veut pas trop expliquer ou autre, on se dit, ouais, là, il est en train vraiment de me baiser, quoi. Ouais, mais c'est pour ça, je pense il faut vraiment de la clarté, il faut une réunion d'équipe, il faut faire, voilà, il faut faire des choses, il faut mettre une direction et le pourquoi. Pourquoi on fait du coaching? À quoi ça sert? Si on a des personal trainers au sein de sa salle et qu'on est bien comme ça je comprends. Par contre, si on met du sport santé dedans, là, il faut embaucher. C'est pas possible autrement. Il faut embaucher, des personnes qualifiées, donc APA ou des formations complémentaires au PPGEPS, éducateur sport santé, CSAMAP ou il y en a plein. Mais voilà, il faut des certifications, complémentaires. Ok, bah, du coup, je voudrais, parce que moi, je suis un peu à. Je voudrais rentrer justement dans ce côté-là. S'il y a un patron de club qui nous écoute ou des coachs qui veulent rentrer dans le côté justement sport santé, quel type de formation? Donc, tu as dit formation APA. C'est Oui. quoi comme type de formation? Où est-ce qu'on trouve ce type de. Où est-ce qu'on peut faire ce type de formation-là? Alors, dans un premier temps, l'APA, c'est des licences APA. Donc c'est Ok, STAPS, licenciés APA et c'est aujourd'hui, les licenciés APA, ce sont des professionnels de santé, aujourd'hui. ok, ok. Donc, qui dit professionnel de santé, donc il y a je vais en parler rapidement, mais il y a une nouvelle loi qui vient de sortir, qui est pas vieille, hein, c'est du 30 mars, avec les prescriptions d'activité physique. Donc, il faut savoir que cette nouvelle loi reprend en fait au niveau de la prescription d'activité physique, c'était à la base prescription sur ALD, enfin que pour les ALD, les maladies chroniques, et aujourd'hui ça ouvre avec les facteurs de risque. Donc les facteurs de risque tels que l'obésité, bon ça en faisait partie, mais le surpoids. Aujourd'hui, le surpoids peut être prescrit par le médecin. La prescription est ouverte aussi pour les kinés. Les kinés peuvent prescrire. Donc l'activité physique adaptée est aussi à prescrire pour les personnes âgées, donc perte d'autonomie. Donc ça change énormément de choses. On passe de 10 millions de personnes en prescription d'activité physique à 20 millions de personnes. Bah, en sachant qu'il y a une personne sur deux qui est en surpoids, donc Tu te rends déjà compte? il y a 50%. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le médecin, il va mettre quoi? Il va dire, vous devez faire, enfin, je vous Une encourage à faire des. prescription, oui, prescription d'activité physique. Donc, dans un premier temps, alors comment ça se passe? Il y a tu m'entends toujours ou pas? Ah ouais. Ouais. Le maillage se fait de cette façon-là. Il y a la stratégie nationale sport santé 2019-2024. De cette stratégie, les deux ministères se sont joints pour justement faire des maisons sport santé. Ils ont dit on va délocaliser, on va mettre des maisons sport santé un peu partout. Il y a des plateformes régionales qui régissent tout ça. Et il y a plus de 500 maisons sport santé, je crois qu'il y a 550, je crois, maisons sport santé qui ont été mises en place. Nous, d'ailleurs, nous sommes maisons sport santé aujourd'hui. Donc, structure privée maison sport santé, c'est un peu rare, mais il y en a maintenant. Et l'idée, c'est de diffuser l'information auprès des personnes qui sont atteintes de pathologies, des ALD, maladies chroniques. Ça, c'était avant. Mais maintenant, il y a le surpoids, etc., etc. Et le but, c'est de diffuser, d'encadrer et de dire à ces personnes-là, vous pouvez faire de l'activité physique dans cette association-là, dans ce club de sport-là. Mais pour ce faire, il faut que les personnes soient diplômées avec un diplôme qui permet d'encadrer ces personnes-là, soit licence APA, soit donc éducateur sport santé, soit des CSAMAP, etc. Donc il y a plusieurs diplômes qui permettent d'encadrer ces personnes-là, mais c'est les maisons sport santé qui vont indiquer où aller. Donc il faut se rapprocher des maisons sport santé pour pouvoir avoir justement cette prescription d'activité physique qui n'est pas remboursée par la Sécu, je tiens à le dire, mais par certaines mutuelles. Ah oui, d'accord, ok, c'est pas, oui. Ouais.
C'est pas la Sécu, mais OK, avec certaines mutuelles. Et donc moi, avec un BEMF, je peux avoir, enfin, je peux passer je sais pas, un complément de formation Oui, ouais, c'est ça? oui. Alors, tu as des compléments de formation, comme enfin, nous, on le propose, dans notre centre de formation, hein, éducateur sport santé. Comme je dis, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Mais l'idée, c'est, d'avoir une formation complémentaire, au minima, nous, elle fait 69 heures, avec un côté théorique par pathologie, et ensuite le côté pratique. Donc, il faut quand même mettre la main au camp vraiment dans le moteur pour voir comment ça se passe. Donc, prendre en charge des personnes à pathologie. Nous, on accueille des personnes avec des pathologies et directement, on met les futurs éducateurs avec ces personnes-là pour pouvoir faire de l'andragogie pure et dure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si je participais à ta formation, il faut que ça se passerait comment, typiquement, moi, si je venais à faire ta formation? Alors, en fait, tu as un e-learning. On a une plateforme e-learning, alors il y a 7 modules. À chaque module, il y a une visio, comme on fait aujourd'hui avec les questions inhérentes justement au module passé. On fait les 7 modules et à la fin, il y a le présentiel de 3 jours. Premier OK. jour, c'est caractéristiques des publics. Je présente tous les publics qui vont devoir accueillir le lendemain, le jeudi et vendredi. Donc vraiment, ils sont des coachs choréo. Donc je les inclus réellement dans la famille choréo, je leur explique comment ça se passe et puis ensuite, bah, ils ont le carnet de suivi. Donc nous, on a un carnet de suivi avec, les pathologies, avec tout le listing des personnes et ensuite, bah, ils vont devoir encadrer ces personnes-là. OK. Donc coaching et small group. OK. OK, OK. Et je peux pas choisir, moi, une spécialisation. Je dois faire au niveau de la formation, je dois m'intéresser à tous les publics, c'est ça? Alors, oui, je vais te dire pourquoi. Parce que les, licences APA, parce qu'on en a accueilli, dans la formation. Pourtant, ils ont les compétences logiquement, mais souvent, ils connaissent chaque pathologie. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, nous, dans notre structure, on n'a pas une personne avec une pathologie. On a plusieurs pathologies dans la même personne. On a même Mmh. une personne qui en a 9. 9 pathologies. La moyenne, c'est 4 pathologies par personne. Donc c'est des pluripathologiques et quand on a ça, alors souvent Donc c'est j'ai quoi? Ça des peut être quoi? Surpoids, diabète, maladie, infarctus, enfin des choses comme ça, c'est ça? Tu parles des oui, pathologies? Ça c'est peut être ouais, ouais, c'est diabète, cancer, BPCO, ça peut être, SLA, enfin, il y a toutes les pathologies OK. peuvent être, intégrées dedans, on a un tétraplégique, Mmh. donc voilà, il y a plein de possibilités, des accidentés de la route aussi, post-opération, donc il y a de tout et nous, on a 95 des personnes qui viennent chez nous qui ont des pathologies et aujourd'hui, les personnes qui ne viennent pas en salle, ce sont des personnes qui ont des pathologies aussi et il faut vraiment les toucher parce que, il y a un besoin énorme et les gens qui ne Mmh. viennent pas en salle, c'est ça. Ils ont peur des salles de sport parce qu'on véhicule une mauvaise image et les prescripteurs ont peur d'envoyer dans ces salles-là. C'est pour ça que si on identifiait salle sport santé, les éducateurs sont diplômés, référencés dans les plateformes, dans les maisons sport santé, là, il y a un cercle vertueux qui se met en place et là, ça va venir, quoi. Et OK. aujourd'hui, l'orientation, elle est dans le sport santé. Si on ne va pas dans le sport santé, on se fourvoie, en fait et Mmh. surtout, on va pas, enfin moi, ma mission de vie, c'est celle-là, hein. Ma mission de vie, c'est de développer le sport santé en France et même partout ailleurs, hem, en formant les éducateurs à, à prôner la bonne parole et à éduquer. C'est-à-dire que ça va jusqu'à, comment on dort, donner des petits tips qui vont permettre justement de mieux vivre sa vie. Ça passe par le mindset, voilà, c'est du développement personnel aussi. On passe partout, en fait. C'est vraiment un travail holistique. Mmh. OK. Et
Et toi, comment tu fais au sein de ton club, du coup? C'est quoi la prise en charge? Je suppose que le fameux bilan, du coup, et puis après, c'est quoi? C'est une prise en charge où chaque personne a un coach qui lui est Non, attitré? parce que alors en fait, nous, c'est un petit peu à part. Donc déjà, prospection, c'est bilan. On n'a pas de prospects qui viennent sans prendre un rendez-vous. La personne vient en walk-in, on dit bonjour, OK. Si jamais cette personne-là a du temps et que nous, on est présent, on va faire le rendez-vous directement. Sinon, c'est une prise de rendez-vous. 100 des Ok. personnes reviennent. Et la prise de rendez-vous, ensuite, le rendez-vous dure 45 minutes et on fait des tests. Ok. Souplesse, force, membre inférieur, supérieur, l'impédance-métrie, motivationnel. Et chose que l'on fait et qui est obligatoire, pour nous, c'est obligatoire, c'est on fait un QAP, un questionnaire de sédentarité qui va permettre et le Marshall aussi, qui va permettre de voir où en est la personne et s'il y a une réponse oui ou non qui va pas, eh ben, on lui demande: «Bah, allez s'il vous plaît, voir votre médecin pour qu'il vous fasse une prescription d'activité physique» et à partir de ce moment-là, on est en lien avec le médecin parce que le médecin il se dit: Ah, je t'entends plus. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Attends, je vais mettre plus fort là, parce que mon casque s'est débranché. Ouais. Le médecin est prescripteur, du coup. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il va voir que la salle n'est pas là pour faire que de la rentabilité ou du fric, vraiment. Il dit, bah, attends, il n'a pas accueilli cette personne-là parce qu'il a coché oui à un moment donné. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, il prend vraiment son métier à cœur et il veut faire les choses correctement. Et là, on a tout gagné. Mhm. Parce que là, ils vont nous envoyer, bon, c'est sûr et certain. Et après, évidemment, il faut bien faire les choses. Il faut faire un rapport d'activité auprès du médecin s'il le souhaite et si le patient client le souhaite. Parce que c'est le patient qui est au centre et après, on travaille en étoile. Le parcours Mhm. thérapeutique du patient, c'est ça, hein. C'est patient au milieu, une étoile avec les différents acteurs, diététicien, psychologue, le médecin spécialiste, le médecin généraliste, nous, et là, on travaille autour. Et c'est Ok. c'est le patient qui va amener les dossiers auprès des différents professionnels. Et du coup, suite à ce bilan, vous allez lui dire, bah, par rapport à ce qu'on a pu voir ou par rapport à ce que le médecin dit, etc., voilà le plan d'action idéal. Et à partir de là, la personne, elle choisit quel type d'activité elle va Exactement. faire. C'est ça? Alors, elle ne va même pas choisir. C'est-à-dire que nous, on lui indique la solution idéale pour qu'elle ait des résultats par rapport à sa problématique. Mhm. Nous, ce qu'on lui dit, c'est vous achetez du résultat. Donc, vous avez besoin, par exemple, je vois que la graisse viscérale est à 20. Bon, là, il va falloir descendre cette graisse viscérale parce que c'est très, très important pour vous parce qu'il y a des risques cardiovasculaires. Donc, on lui explique pourquoi et on lui dit, ben bon, ça, c'est un fait. Vous avez eu peut-être dans votre vie besoin de prendre du poids pour vous protéger des choses de l'extérieur parce que vous étiez stressé et c'est pas grave. Maintenant, vous avez pris conscience de ça, donc maintenant, on va travailler main dans la main. Et ce qu'il y a de vachement bien, c'est que dans votre moteur est puissant. Et le moteur, c'est les muscles. Et donc là, on dit, ben voilà, vous avez une qualité musculaire qui est super intéressante. On a juste à mettre l'essence que vous avez mis dans le coffre. On va prendre cette essence-là, vous avez stocké cette essence, qui est la graisse, et on va le mettre dans le moteur pour qu'on puisse appuyer ensemble sur l'accélérateur progressivement, de façon à pouvoir alimenter le moteur. Et la personne dit, ah ouais, d'accord, j'ai compris. Et juste en faisant ça, mais on essaie de mettre des images pour que la personne puisse comprendre et, et monter en compétence sur sa santé et sur son activité physique. Mhm. C'est ça le Ok. but, en fait. Il faut qu'elle Ok. soit acteur de sa santé et de son activité physique. Et donc après, c'est quoi? Tu as un club, tu as des cours, tu as du small group, tu as du coaching individuel, tu as comme un club, on va dire, plus ou moins indépendant, classique au niveau des activités, non? C'est ça? En fait, on avait un club, comme je te l'ai dit, avec du squash, on avait plein d'activités. Et en fait, on a réduit vraiment les activités. Et les activités, donc on a évidemment, c'est du coaching. Ensuite, on a du small group, des cours collectifs
un plateau cardio et muscu. Donc ça c'est les outils. Mais par contre, on a un parcours client. C'est-à-dire que la personne qui... Alors, on a 3 abonnements. Le premier abonnement, c'est de l'accès libre, mais qui n'est pas si libre que ça. Ensuite, on a l'accès semi-individualisé. Et après, on a le coaching. Dans l'accès libre, les personnes ont quand même un programme d'entraînement. Ils ont un bilan au début et à la fin de leur abonnement. Ils n'ont pas des bilans intermédiaires. Dans le semi-individualisé, ils ont des bilans intermédiaires. Donc, tous les 3 mois, parce qu'on sait qu'après 12 semaines, c'est là où il y a des activations au niveau corporel et au niveau des sensations aussi. Et ensuite, ils ont un programme spécifique d'entraînement. Donc, nous, on a des machines, on peut les nommer. Hein. On a eGym, on a des machines qui sont quand même bien au niveau cardio, au niveau muscu, et tout est connecté. On a de l'impédance-métrie. Ils ont un parcours. Ils commencent toujours par la mobilité. Tout le monde, ils sont au courant. C'est d'abord la mobilité. Pourquoi? On travaille sur les fascias. Pourquoi on travaille sur les fascias? Ensuite, pourquoi on va travailler sur la mobilité articulaire? À quoi ça sert? Ils le savent. Et en fait, quand on regarde les coachs qui ont fait la formation avec moi, quand ils regardent les gens, ils disent, mais c'est dingue, ils sont tous éduqués, on dirait qu'ils font une danse, quoi. Et c'est toujours pareil. Hop, ils font leur parcours, ils vont faire l'automassage, après ils vont faire de l'e-flex, ensuite ils vont faire leur parcours de renforcement musculaire qui leur est attribué, et après ils vont faire du cardio éventuellement, ou alors ils vont faire que du cardio, de la mobilité. Et il y en a certains qui aiment le lien social. Ceux qui n'aiment pas le lien social, ils vont faire ça, ou du coaching, et ceux qui aiment le lien social, ils vont faire les cours collectifs. Parce que c'est c'est dans la définition de la santé, côté psychologique et social. Et donc, on va travailler sur tous ces attraits-là. Après, on les appelle très régulièrement, justement. On fait des rendez-vous, des points rapides de 10 minutes pour savoir si tout va bien au niveau des réglages des machines, etc., si on peut aller plus loin, comment ils ressentent les choses. Et donc, ça, c'est vraiment un parcours client optimisé. Il faut vraiment faire un parcours client optimisé en fonction de chaque personne. Donc, on a déterminé, on a déterminé par pathologie les recommandations et ce que l'on peut faire par pathologie comme exercice. Ok. Et quoi, ils auront aussi une application en ligne et tout est sur une application en ligne ou comment vous gérez la planification d'entraînement? Alors oui, c'est par application. Il y a plusieurs types d'applications qu'on peut utiliser. Là, en l'occurrence, on va mettre une nouvelle application en place. Donc, je peux la nommer parce qu'on est partenaire avec eux et c'est vraiment, je trouve ça vraiment exceptionnel. C'est Diago. Je trouve ça très bien. En termes de bilan et en termes de suivi, c'est intéressant pour justement les personnes, pour les rendre autonomes, mais même à la maison. Donc ça, c'est assez intéressant. Et nous, on est en train de mettre en place justement des programmes APA d'activité physique adaptée au sein de l'application. C'est Diago, tu dis? Je connais pas. Diago. Ok. Diago. Top. C'est vraiment bien. Ok. Et ok, ça me paraît très bien. Est-ce que j'ai d'autres questions sur ça? Non, je crois que c'est clair. Comment toi tu vois justement l'avenir du fitness, l'avenir du sport santé? Quelle est ta vision par rapport à ça? Même si j'ai une petite idée. Alors, je vais te faire juste une précision par rapport au club. Il faut savoir que dans le club, on a une limitation en termes de personnes. C'est quand même assez important. C'est-à-dire que par abonnement, je limite le nombre de personnes par abonnement pour qu'on puisse suivre les gens. C'est-à-dire dans l'abonnement Platinum, il y a 60 places. Dans l'abonnement Gold, il y a 180 places. Et ainsi de suite. Et dans l'autre abonnement, il y a, là, il y en a plus, je crois, c'est 150 places aussi. Donc, il y a un nombre de places. Et ça veut dire qu'à la fin… Il y a un numerus clausus, quoi, de toute façon. Exactement. Et comme ça, il y a une liste d'attente. Parce qu'on ne peut pas encadrer tout le monde correctement. Et c'est pour ça que le panier moyen est supérieur, parce que justement, l'abonnement de base est à 69,90. J'en ai un à 79,90 et après les coachings. Le panier moyen est à 110 € par mois.
Ouais, du coup, les coachings, si j'ai envie de prendre un coaching individuel, je le prends, c'est en plus et c'est à la carte, c'est ça ou ouais, c'est ça? Exactement ça. Ça, c'est en plus. Et en général, les gens qui viennent, qui ont une pathologie, commencent par le coaching. Mmh. Ils font du coaching, on les éduque, ils comprennent comment ça se passe, les sensations, la respiration, la posture. Ils font une planification d'entraînement et après, on les intègre dans le semi-autonome. Et comme ça, on peut prendre d'autres personnes. Oui, OK. Excellent. Excellent, excellent et Donc, l'avenir du fitness. ouais et du coup, une fois que toi tu as le numerus clausus de ton club, c'est du coup, tu Liste as d'attente. une liste d'attente. OK. Liste d'attente. Donc là, aujourd'hui, nous sommes Maison Sport Santé. Donc, vu qu'on est une Maison Sport Santé, les gens qui vont arriver, on va les envoyer dans d'autres, alors soit d'autres salles, s'il y a des diplômes, etc., soit dans des associations. Donc, on a la capacité de pouvoir justement diriger et c'est notre rôle maintenant de le faire. Donc, on peut faire des bilans. Donc, les bilans seront mis en place et après, on va diffuser. OK et il y a beaucoup de structures, privées qui font comme tu fais, du sport santé? Oui, il y en a de plus en plus qui sont maisons sport santé, pas beaucoup, OK. parce que l'habilitation, c'est très compliqué. C'est l'appel à projet qu'il y a eu et c'est très, très compliqué pour l'avoir. Après, oui, il y a beaucoup de personnes qui font du sport santé, beaucoup de salles. Mais après, il y a sport santé, comme je le dis. Et Ah oui. Mmh. quand on fait du sport santé, alors après, je sais qu'il y en a qui vont me détester parce que je vais dire ça, mais je suis désolé, on ne peut pas faire du sport santé de 6h à 23h ou du 24-24. C'est pas vrai. Si on fait du sport santé 24-24, je ne comprends pas. S'il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de sport santé. Ce n'est pas possible. Imaginez quelqu'un qui est hyper tendu ou qui a une maladie cardiovasculaire qui vient à 6h du matin sans encadrement, il lui arrive quelque chose, il fait n'importe quoi, vous faites quoi? Enfin, c'est incroyable. Donc non, nous, les horaires, il y a toujours une personne qui est diplômée au sein de la structure. Donc de 8h30 jusqu'à 14h. De 14h à 16h30, c'est fermé. Comme ça, les personnes qui viennent en situation de handicap peuvent venir librement ici. Ensuite, les coachs peuvent s'entraîner à ce moment-là aussi. Et après de 16h30 à 20h, c'est de nouveau ouvert. Mais c'est que comme ça, en fait. OK. Mais après, voilà, je peux comprendre au niveau de la rentabilité, les ouvertures larges, mais on peut faire ça à partir du moment où on dit le sport santé, c'est de telle heure à telle heure. De 10h à 14h, vous avez un référent activité physique adaptée à ce moment-là. Mais après ou avant, ce n'est pas le cas. Mais il faut le dire, parce Mmh. que légalement, c'est pas top, quoi. OK et du coup, toi, ta vision de notre industrie, notre métier? Euh, J'espère que tout le monde va se réveiller. Je souhaite vraiment que. Je trouve que les clubs, aujourd'hui, veulent se différencier. Ils le souhaitent vraiment. Ils font des choses super chouettes. Mais à mon avis, ils ont peur d'augmenter leurs tarifs. Or, les gens sont prêts à payer à partir du moment où le service est là. Les 3 étoiles fonctionnent. Les restaurants 3 étoiles fonctionnent. Michelin. Donc, pourquoi ne pas avoir des étoilés dans le fitness? Pourquoi ne pas, alors je sais que ça va arriver, hein, normaliser le fitness au niveau des salles? Ça, je trouve que ça serait intéressant de mettre les choses un peu en place comme ça, parce qu'aujourd'hui, un consommateur, il ne sait pas où aller, en fait. Une salle de fitness, une salle de remise en forme, Basic, alors je vais les nommer, hein, mais Basic Fit ou une salle traditionnelle, il y a 10-15 balles d'écart. Or, la salle traditionnelle, elle a beaucoup plus de personnes à l'intérieur que Basic Fit. Je ne critique absolument pas Basic Fit parce que c'est justement pour les primo-accédants qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est super bien d'aller chez Basic Fit dans un premier temps
S'il y a des coachs qui peuvent justement faire du personal training avec la location, là, je trouve que c'est pertinent. Dans un premier temps, pour les jeunes notamment, c'est pourquoi pas, pour éduquer, etc., c'est top. Après, les, les indépendants, je pense qu'ils font beaucoup de boulot. C'est très compliqué d'être au milieu. Et après, dans le volet premium, ben, quand on est premium, il faut du service plus plus. Euh, je pense qu'ils vont plus s'en sortir quand on est premium que middle market. Mhm. Donc, soit on est en bas, vraiment, enfin, en bas, c'est pas péjoratif, hein, au niveau du prix, soit on monte le prix. Mais là, aujourd'hui, en middle market, je pense qu'il faut faire attention. Il faut vraiment nicher son produit, son service plutôt, et faire les choses avec ses valeurs profondes. Moi, ce que je conseille, c'est ça, c'est d'abord, posez-vous, quelle est votre vision, quelle est votre mission et vos valeurs. Et en fonction de ça, vous mettez votre objectif en place par rapport à votre structure. Et vous alignez tout ça en fonction de vous, les gérants de salle et même les personal trainers. Il faut le faire comme ça. Il y a des personal trainers qui sont spécialisés dans le sport santé et qui font que ça. Et ils vont Mhm. gagner de l'argent comme ça. Et c'est pas péjoratif que de gagner de l'argent sur la santé des gens parce que vous aidez ces personnes-là. Oui, bah, c'est un peu notre. Alors après, oui, sur les pathologies, je pense qu'on n'est pas sur toutes les pathologies, on n'est pas formé, mais à la base, on fait notre métier pour, oui, pour améliorer la qualité de vie des gens, quoi. Alors après, avec les pathologies, c'est clair qu'il faut, je pense qu'il faut avoir des compétences supplémentaires sur certaines, forcément, sur certaines pathologies, parce que voilà, on a notre cursus, en tout cas le mien, mon cursus généraliste ne permet pas de pouvoir encadrer au mieux certaines formes de pathologie, ça c'est une évidence. Alors déjà, quand on en est conscient, ça veut dire qu'on va mettre des choses en place pour pouvoir le faire. Hum, Donc, il y aura pas de problème, en fait, parce que la personne va se former. Donc, comme je dis, je me suis formé chaque année et il faut faire des formations. Formez-vous, formez-vous, formez-vous. S'il y a un truc à faire, c'est former. Même les gérants, hein, il faut qu'ils se forment. hum. Et est-ce que tu aurais j'aime bien poser la question, une ressource, un livre ou une ressource que tu aimes partager à d'autres coachs ou autres? Que ce soit sur le port santé, que ce soit sur n'importe quoi. Euh, alors, moi, j'aime bien les livres de développement personnel, forcément. Là, aujourd'hui, je lis un livre qui s'appelle la Bible des préférences motrices euh, de Bertrand Terolaz et de Ralph Hippolyte. Donc, Bertrand, si jamais tu écoutes, je te salue. C'est vraiment top. Voilà, c'est un livre, c'est un gros pavé, ça fait Ouais. 800 pages, mais je l'ai dévoré. C'est vraiment très, très intéressant. Et pour un personal trainer ou même pour un gérant de salle, il y a, voilà, on parle de motivation profonde, on parle de préférence motrice, de marche par le haut, marche par le bas. C'est super intéressant. Donc, la Bible des préférences motrices, et évidemment la Bible de la préparation physique. Bon, ça, c'est un petit clin d'œil à Pascal Prévost, que tu connais aussi. Donc, voilà, que je recommande aussi. Ok. Et où est-ce que vous voulez aller, vous, avec Coréo et tout ce que tu fais aujourd'hui? Alors ben, aujourd'hui, Coréo, donc Coréo Structure à Aurillac, c'est une salle de remise en forme. Et après, nous, on développe le côté académie, le by Coréo. L'idée, c'est de diffuser le sport santé et pour ça, ben, accompagner à la fois les gérants de salles de sport à se positionner par le biais d'une formation, les éducateurs sportifs aussi par le biais d'une formation, et pour joindre le tout, faire l'accompagnement longitudinal sur les 2 années pour tout mettre en place au sein de la structure. Et nous, on permet de mettre tout ce qu'on a fait pendant 10 ans dans cet accompagnement. On met des formations de vente, de cours collectifs, de perte de poids aussi. On a tout mis à l'intérieur pour faire vraiment une offre de service qui aujourd'hui sur le marché n'existe absolument pas. En plus, on a des partenariats privilégiés au niveau du matériel de muscu, qui est top, muscu cardio, des applications aussi. Donc, on a une offre clé en main qui défie toute concurrence et demain sur le marché, je pense qu'on va faire
un beau chemin, c'est sûr, avec ces personnes. Ok, bah top en tout cas. Merci, merci de ton partage. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour certains qui voudraient aller plus loin ou approfondir tout ça? Sur LinkedIn, LinkedIn en général. Sinon, le mail, c'est formation@choreo-concept.fr si jamais il y a des questions. On me retrouve aussi sur Fitness Challenge, les articles, comme toi aussi, tu es sur Coach Challenge, je crois, c'est ça. Voilà, j'écris des articles pour Fitness Challenge sur le sport santé. Après, où est-ce qu'on peut me retrouver d'autres sur Facebook, évidemment. Et puis après, il y aura des conférences, des choses comme ça qui vont se mettre en place sur l'année. Et après, voilà. Sur LinkedIn, vous pouvez me contacter. Je suis très rapide, très réactif. Top. Bah, merci Christophe. Merci tout le monde. Pensez à mettre un petit 5 étoiles, un petit commentaire à Christophe. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci à tous. Merci Christophe. Merci à toi. Salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.